Je parle 9 langues, déclara la jeune fille avec fierté. Elle était jeune, à peine 12 ans, mais sa voix ne tremblait pas. Alessandro Ortega, un homme riche qui en avait entendu de belles dans sa vie, éclata de rire, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle ne plaisantait pas. Son amusement se transforma en surprise quand la fille, droite et sûre d'elle, répéta fermement « Je parle 9 langues couramment ». Son rire, sec et glacial, résonna contre les murs de son luxueux bureau, perché au 52e étage d'Ortega Tech. En bas, la ville brillait comme une rivière d'étoiles. Alessandro incline légèrement le poignet pour bien montrer sa montre Patek Philippe à 80 000 $, laissant la lumière la faire briller comme un trophée. Chaque recoin de la pièce respirait la richesse, avec des tableaux accrochés qui coûtaient plus cher que des pâtés de maison entiers. La moquette étouffait tous les sons, donnant à l'endroit un silence étrange. « Fais-les entrer !» dit Alessandro dans l'interphone doré. Une voix répondit un instant plus tard « Rosa Rivas et sa fille sont là pour le ménage ?» Les portes vitrées s'ouvrirent. Rosa entra avec son chariot de nettoyage, son uniforme bleu impeccable. À ses côtés marchait Lucia Rivas, une fille mince, d'origine modeste, son sac d'école usé mais propre, ses chaussures brillantes. Lucia prit le temps de regarder autour d'elle. Sa mère avait nettoyé ce bureau pendant près de 10 ans, sans jamais y avoir été invitée. Alessandro tourna lentement autour d'elle, son regard perçant. « Rosa, 8 ans ici, c'est bien ça? Quel est ton niveau d'études ?»« J'ai terminé le lycée, » répondit-elle doucement. Alessandro rit, amusé. « Juste le lycée ?» Il se tourna vers Lucia. « Et voici la petite fille de la femme de ménage qui rêve de réussir ?» ajouta-t-il avec un sourire cruel. « Cet endroit n'est pas fait pour les gens comme vous. Vous n'avez pas le droit de rêver ici. » Ses paroles étaient douces, mais tranchantes, comme des couteaux cachés derrière un sourire. Rosa baissa les yeux, habituée à se taire, à s'effacer pour survivre. L'immeuble portait des années de silence. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seule. Sa fille était là, et le silence commençait à brûler. Alessandro sortit une vieille liasse de papier. « Tu veux voir quelque chose d'amusant ? Je viens d'acheter ça chez Sotheby's, un manuscrit ancien. » Il agite les papiers comme un jeu. 5 traducteurs professionnels ont abandonné. Ils ont dit que c'était impossible. C'est un mélange. Chinois classique, arabe, sanskrit, hébreu ancien, persan, latin médiéval, tout mélangé. Il regarda Lucia droit dans les yeux. Alors, une idée? Elle examina les symboles étranges. Les lignes s'entremêlaient comme des branches, partant dans toutes les directions. Elle ne répondit pas tout de suite. Alessandro se tourna vers Rosa avec un sourire moqueur. « Tu nettoies les toilettes de gens plus intelligents que toi, » dit-il. « Et ta fille va suivre le même chemin. L'intelligence, c'est héréditaire. Avec un passé comme le sien, il n'y a pas grand-chose à espérer. » Lucia leva les yeux, calme et concentrée. « Vous avez dit que même les traducteurs n'ont pas pu le lire, » répondit-elle. Alessandro haussa un sourcil. « Et alors ? Vous non plus, vous ne pouvez pas le lire. Mais vous vous moquez des gens incapables de faire ce que vous-même ne savez pas faire, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Avoir de l'argent ne vous rend pas intelligent. » Un silence tomba. Même le bruit de la climatisation semblait plus fort. Le visage d'Alessandro se durcit. C'est comme ça que les élèves d'école publique parlent aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'une fille pauvre d'un HLM peut lire ce que les experts n'ont pas pu comprendre? C'est ridicule. Lucia ne s'illa pas. Je parle 9 langues, dit-elle simplement. Je peux essayer. Rosa se figea. Elle savait que sa fille étudiait beaucoup. Mais ça, 9 langues? Alessandro croisa les bras. Énumère-les. Lucia compta lentement sur ses doigts. Espagnol, langue maternelle. Anglais, avancé. Mandarin, débutant. Arabe, conversationnel. Français, intermédiaire. Portugais, courant. Italien, débutant. Allemand, conversationnel. Russe, débutant. Sa prononciation était parfaite, son ton confiant.
Alessandro rit plus fort qu'avant, mais son expression avait changé. Une fille d'école publique qui prétend ça, on dirait une arnaque sur Internet. Tu as des preuves? Lucia hocha la tête, toujours calme. La bibliothèque municipale propose des cours gratuits après l'école, dit-elle. Monsieur Farias enseigne l'arabe le jeudi. Il était professeur en Syrie. Maintenant, il est chauffeur de taxi. Madame Wong enseigne le mandarin le mardi. Elle dirigeait un département universitaire en Chine. Mademoiselle Delgado enseigne l'italien le samedi. Elle fait le ménage le matin, puis elle donne des cours le soir. Ils ne sont pas riches, ajouta Lucia, mais ils ont beaucoup à transmettre. J'ai appris grâce aux livres, aux applications et aux vraies personnes. Tout le monde peut apprendre si on lui donne une chance et qu'on le traite avec respect. Rosa sentit sa main se resserrer sur le chariot, puis doucement se relâcher. Pour la première fois, l'avenir de sa fille ne semblait pas être une impasse. C'était un chemin, solide et discret. Alessandro fixa à nouveau le manuscrit, mais cette fois, quelque chose en lui avait vacillé, comme une fissure dans les murs de verre derrière lesquels il s'était toujours caché. « Allez-y alors », dit Alessandro, d'une voix plus basse, en désignant les anciens papiers. Lucia prit une profonde inspiration. Elle posa délicatement ses mains sur le manuscrit fragile et commença à parler. L'atmosphère dans la pièce changea. Elle récita des lignes en chinois classique avec précision, sa voix nette et gracieuse. Puis vint l'arabe, fluide et mélodieux, comme les motifs complexes d'un tapis tissé. Le sanskrit suivit, ces mots lourds de sens, prononcés avec assurance. Ensuite, elle parla en hébreu ancien, en persan et en latin médiéval, chaque langue bien distincte, mais son discours fluide et cohérent, comme si elle tissait une seule histoire à travers plusieurs voix. La mâchoire d'Alessandro se décrocha puis se referma aussitôt, stupéfait. Pour la première fois dans ce bureau, une vraie puissance entra, pas celle qu'on construit avec de la fortune, mais celle qui naît de la sagesse. La main de Rosa se porta à sa poitrine, ses yeux brillants d'émotion. La fille qui étudiait autrefois sous une ampoule vacillante parlait maintenant avec clarté et force, dans un lieu que Rosa n'aurait jamais imaginé voir encore moins habité avec une telle présence. Lucia leva les yeux, calme et maîtrisée. « Souhaitez-vous que je vous explique ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. Alessandro ne répliqua plus. Un simple « oui » s'échappa de ses lèvres, non par orgueil, mais par quelque chose de plus profond, peut-être quelque chose de longtemps oublié. Lucia commença. Le manuscrit parle de la nature de la sagesse et de la richesse, dit-elle. La sagesse ne vit pas dans des tours dorées, mais dans un cœur qui reste humble. La richesse ne se mesure pas à l'argent, c'est la capacité à voir la valeur chez les autres. La véritable force ne piétine pas les gens, elle les élève. Elle s'interrompit. Les mots n'étaient pas forts, mais ils touchaient exactement là où Alessandro avait caché son reflet pendant des années. Pendant un instant, il pensa répondre avec des chiffres et des discours bien rodés. Mais soudain, tout cela lui parut dérisoire. Devant lui se tenait une jeune fille, issue d'un milieu modeste, qui parlait 9 langues et lisait des textes que même les érudits n'arrivaient pas à déchiffrer. Elle n'avait pas peur du statut ni de la richesse. Et lui qui avait rempli sa vie de choses inutiles, se sentit pour la première fois à découvert. « Je suis désolé », dit Alessandro doucement, surpris par le son de sa propre voix. Les mots tombèrent sur le sol poli comme une pierre. Rosa leva les yeux. Personne dans ce bureau ne lui avait jamais présenté d'excuses. Pas en 8 ans. Mais Lucia ne sourit pas. Elle secoua légèrement la tête. « Les mots ne comptent que s'ils sont suivis d'actes, » dit-elle. « Si vous êtes vraiment sincère, je vous donnerai des conditions, mais seulement après avoir fini la traduction. » Et dans ce bureau perché au sommet de la ville, les règles changèrent. L'homme derrière le bureau luxueux ne dirigeait plus. C'était la fille près du manuscrit qui avait pris les rênes. Lucia continua de traduire, son rythme calme et mesuré, comme quelqu'un qui déverrouille une énigme complexe. « La première couche, dit-elle, c'est l'orientation.
Quiconque pense que l'argent le place au-dessus des autres est en réalité pauvre. Il a perdu la capacité de voir le bien chez les autres. Et quiconque utilise son pouvoir pour écraser les autres n'est pas fort. Il paraît grand seulement parce qu'il rabaisse tout le monde. La main d'Alessandro reposait sur la pierre froide de son bureau. Elle ne lui semblait plus puissante. Elle lui semblait glaciale. En lui, un vieux réflexe lui soufflait de contester, de se défendre, de manipuler la logique. Mais ici, la logique ne lui appartenait pas. C'était la vérité, transmise par des langues plus anciennes que son empire. Lucia poursuivit. La deuxième couche est un symbole. Le manuscrit compare la langue à une rivière. L'eau change de nom, de couleur ou de son en traversant différents pays, mais cela reste de l'eau. Les gens aussi, notre peau, notre travail, notre richesse peuvent changer, mais notre humanité reste la même. Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux en prononçant « dignité ». Rosa inspira brusquement. Elle connaissait ce mot profondément. Elle avait été mal nommée, pressée, ignorée, traitée comme un objet. Mais aujourd'hui, entendre sa fille prononcer ce mot avec tant d'assurance ouvrit quelque chose en elle qu'elle gardait fermé depuis des années pour survivre. Lucia posa la main sur la dernière page. « La troisième couche, dit-elle, c'est un choix. Quand ceux qui détiennent le pouvoir prennent enfin conscience de la sagesse qu'ils ont ignorée, ils font face à une décision, se réveiller ou s'enfoncer davantage dans le déni. » La gorge d'Alessandro se serra. Le mot « déni » tomba en lui comme un poids. Il regarda autour de lui, les lumières brillantes, le luxe, les murs de verre, et pour la première fois, tout cela lui parut être une cage dorée. Il tourna les yeux vers Rosa, et pour une fois, il ne vit plus l'uniforme. Il vit une mère qui avait résisté sans jamais abandonner. « Je me suis trompé, admit-il, mais Lucia parla avant qu'il n'ajoute quoi que ce soit. « J'ai 3 conditions, dit-elle doucement. Si vous voulez vraiment réparer ce que vous avez fait, les accomplir le prouvera. » Alessandro acquiesça. Il avait compris. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les ordres. Il naît quand on apprend à répondre de ses actes. « Premièrement, commença Lucia en levant un doigt, tu présentes tes excuses à ma mère, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les années où tu l'as traitée comme si elle ne comptait pas. Tu dis son nom en entier, Rosa Rivas, et tu la regardes dans les yeux quand tu le fais. » Alessandro se tourna vers Rosa. « Rosa Rivas, dit-il lentement avec soin. Je suis désolé de ne pas t'avoir traité comme un être humain. Je suis désolé de t'avoir humilié devant ta fille. » Il s'interrompit, sa voix légèrement brisée, et répéta « Je suis désolé de ne t'avoir jamais posé la moindre question sur ta vie. » Rosa resta debout, avec une force silencieuse, non pas pour lui pardonner immédiatement, mais pour reconnaître le poids de cet instant. L'homme qui avait ignoré son identité prononçait maintenant son nom avec intention. « Deuxièmement, poursuivit Lucia, tu dois utiliser ton influence de la bonne manière. » Elle n'hésita pas. « Finance des bourses pour des élèves issus de milieux modestes, en priorité ceux venant de communautés sous-représentées. Soutiens les programmes de langue gratuits à la bibliothèque publique. Et crée de vraies opportunités de carrière pour les employés de service dans ton entreprise. Aide les talents invisibles à émerger. » Alessandro ne discuta pas. Au lieu de demander combien cela lui coûterait ou comment cela paraîtrait sur un rapport, il demanda simplement combien de bourses rendrait cela significatif. Lucia répondit sans hésiter. « 150, dit-elle clairement, pas pour la publicité, assez pour soutenir une classe entière, assez pour t'engager sur le long terme. Troisièmement, dit-elle en levant son dernier doigt, tu apprends une nouvelle langue pour te souvenir de ce que c'est que de repartir de zéro. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Chaque mardi soir, après le travail, tu vas à la bibliothèque publique de New York. Je t'enseignerai le mandarin. Pas de salle de luxe, pas de professeur privé. Juste toi, une table et un crayon. Tu apprendras comme tout le monde. » Alessandro laissa échapper un léger rire, non moqueur mais humble. Il y a à peine 1 heure, il s'était moqué de cette idée même. « D'accord, dit-il doucement, je serai là mardi. »
Lucia fit un léger signe de tête. Elle ne tendit pas la main. Pas encore. Elle le regarda attentivement, cherchant la sincérité dans ses yeux. Alessandro ne détourna pas le regard cette fois. Il avait passé trop d'années à fuir les vérités difficiles. Lucia demanda « Tu veux entendre la dernière partie du manuscrit ?» Alessandro acquiesça. Lucia lut à voix haute, sa voix douce et posée. « La personne la plus riche est celle qui élève les autres. La plus forte est celle qui se tient aux côtés des faibles. La plus sage est celle qui se souvient qu'elle a été aveugle. » Rosa se mit à pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement. Le poids qu'elle avait porté en silence pendant des années commença à se lever, comme si enfin quelqu'un d'autre acceptait d'en partager le fardeau. Alessandro tourna le regard vers l'horizon. Dehors, la ville continuait, vibrante et bruyante, mais là-bas, parmi la circulation et les immeubles, se trouvait un lieu qu'il avait ignoré trop longtemps, la bibliothèque publique. Et là, une jeune fille venait de réorienter sa vie, simplement avec sa voix. « On a terminé ici », dit Lucia en refermant doucement le manuscrit. « À mardi à la bibliothèque. Apporte un cahier quadrillé et un crayon, ajouta-t-elle. Il y aura des devoirs. Entraîne-toi aux 4 tons. Copie 10 radicaux. » Alessandro sourit pour la première fois de l'après-midi. Ce n'était pas un sourire suffisant, c'était un sourire sincère. Compris. Il se tourna de nouveau vers Rosa. « Merci, Rosa. Dire le nom de quelqu'un ne te retire rien. Parfois, c'est même le premier pas pour devenir un homme meilleur. » Alors que Rosa et Lucia poussèrent le chariot hors du bureau de marbre, la moquette ne semblait plus étouffer leurs pas. L'atmosphère avait changé. Ce qui comptait désormais, ce n'était plus la richesse, mais une promesse, un engagement silencieux qu'un homme venait de prendre pour changer. Et mardi viendrait. Il y aurait des pages raturées, pleines de fautes de prononciation, des systèmes de bourse à mettre en place, des gens dans son entourage qui désapprouveraient. Mais dans l'histoire de la vie d'Alessandro Ortega, 3 lignes venaient d'être écrites à l'encre indélébile. Et au bout de la dernière se trouvait le nom de sa toute première véritable professeure, Lucia Rivas. Le hall de la bibliothèque publique de New York sentait le papier ancien et les sols cirés. Alessandro Ortega s'y tenait, un cahier quadrillé à la main et un simple crayon acheté à l'accueil. Pour une fois, il était arrivé à l'heure. Pas de chauffeur, pas d'assistant, juste lui. Son téléphone restait silencieux dans sa poche. Il observe la salle. Une femme âgée aidant son petit-fils en mathématiques. Des adolescents concentrés sur leurs devoirs. Quelques nouveaux arrivants tapant timidement, nerveux à l'idée de se tromper. « Tu es venu !» Lucia Rivas apparut, son sac rempli de livres, les cheveux attachés proprement, un sweat bleu marine sur les épaules. Elle n'avait ni l'air arrogante, ni soumise au titre d'Alessandro. « Règle de classe », dit-elle simplement. « Pas de VIP, téléphone en mode silencieux, pas d'interruption. Tout le monde fait des erreurs, on les corrige avec respect. » Alessandro acquiesça et rangea son téléphone dans son sac. Lucia ouvrit son cahier. Sur la première page, 4 grands symboles de ton étaient dessinés. Une ligne plate, un trait montant, une courbe descendante, puis remontante, et un trait tombant. « Ma, lut-elle à voix haute, chaque ton différent, chaque son comme un nouveau départ. Sa voix résonnait, fluide et précise. Alessandro tenta de répéter « Ma », mais le mot sortit de sa bouche de manière brusque, maladroite, tombant lourdement sur la table en bois. Lucia lui adressa un sourire encourageant, sans moquerie, juste bienveillant. « Mieux que ta première tentative, la suivante sera plus propre. Encore, continue. » Malgré l'air frais de la pièce, de la sueur perlait sur la nuque d'Alessandro. Dans son club élitiste, une erreur pareille aurait provoqué des rires. Ici, chaque faute faisait partie du chemin, une étape dans l'apprentissage. Non loin, un homme d'une 50aine d'années fit un léger signe de tête à Alessandro lorsqu'il réussit enfin à prononcer « ma » correctement. Lucia fit les présentations. « Voici le docteur Farias, mon professeur d'arabe. Il conduit un taxi le jour et enseigne le soir. » Alessandro se leva maladroitement.
Il avait l'habitude de serrer la main de PDG et d'investisseurs haut placés, mais se sentait nerveux face à un professeur sans titre inscrit sur sa chemise. « Bonsoir, monsieur Ortega », dit le docteur Farias. Son anglais était posé, élégant. « Ici, on échange les rôles. L'humilité est une langue commune. » Ces mots s'enracinèrent profondément en Alessandro, comme quelque chose de solide et durable. Plus tard, une femme aux cheveux argentés passa à côté d'eux. « Madame Romero », l'appela Lucia, « mon élève a bien prononcé ma aujourd'hui. » Elle sourit, chaleureuse et fière. « Tout le monde trébuche au début, dit-elle. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle on tombe. » Alessandro sourit pour lui-même. Il avait passé sa vie à grimper vite et haut, mais maintenant, il apprenait à tomber et à se relever correctement. À la fin de la séance, Lucia lui donna ses devoirs. 10 radicaux, 5 salutations, 20 répétitions de ton, même heure mardi prochain, table 12. Et si tu rates une séance, tu ne peux pas t'en sortir en payant, tu rattrapes. Alessandro acquiesça. Il regarda autour de lui cette salle simple. Il pensa à son bureau au 52e étage, où chaque chaise coûtait plus qu'une année d'études. Et pourtant, dans cette pièce calme aux chaises bancales, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la sécurité, même dans la vulnérabilité. Le lendemain matin, Alessandro convoqua une réunion d'urgence, mais au lieu de tableaux Excel et de graphiques, l'écran géant affichait 4 phrases. Bourse d'études, programme de langues en bibliothèque, évolution professionnelle pour le personnel de service, cercle d'écoute. Des murmures parcoururent la salle. Le directeur financier, Ricardo Jiménez, fronça les sourcils. Combien cela va-t-il coûter? Quel est l'impact sur les bénéfices du marché? Les actionnaires vont demander des comptes. Alessandro répondit d'un ton ferme. On commence avec 150 bourses complètes pour des élèves issus de familles modestes. On financera 12 bibliothèques publiques pour accueillir des programmes linguistiques. Et on met en place un parcours de progression pour que nos employés de service puissent évoluer, acquérir des compétences, obtenir des certifications. Il marqua une pause. Si vous voulez des chiffres, redemandez l'année prochaine. Le retour sera dans la loyauté, la performance et la culture d'entreprise. La pièce se figea. La vice-présidente des ressources humaines paraissait inquiète. Qui dirige cette initiative? Alessandro regarda vers la porte. Rosa Rivas. Des exclamations de surprise suivirent, puis un silence complet. Rosa entra dans la salle, sans son chariot de ménage, mais avec un cahier à la main. Sur la couverture, 4 mots écrits à la main. Nommer, écouter, justice, opportunité. Elle n'utilisa ni diaporama ni graphique. Elle parla clairement. Le respect commence par le fait de dire le nom des gens. Ensuite, on écoute, avec responsabilité. Puis on change les systèmes. De meilleurs contrats, une planification des horaires plus intelligente, de vraies opportunités, accompagnées de mentorat. Quelqu'un murmura au fond de la salle, « Ce n'est pas juste du favoritisme pour le personnel d'entretien ?» Alessandro ne l'ignora pas. Il regarda directement le groupe. Tous ceux qui ont des doutes devraient assister au cercle d'écoute d'aujourd'hui. Asseyez-vous avec Rosa, asseyez-vous avec Lucia, écoutez-les avant de juger. Cet après-midi-là, les chaises de la salle de réunion furent disposées en cercle. Plus de bureaux pour séparer les gens. Développeurs, chefs d'équipe, agents d'entretien et agents de sécurité s'assirent côte à côte. Lucia ouvrit la séance par une question. Vous êtes-vous déjà senti invisible au travail? Un ingénieur indien hésita, puis prit la parole. Il expliqua comment certains imitaient son accent pendant les réunions. Une femme de ménage raconta qu'on l'appelait la dame du ménage depuis 3 ans, jamais par son vrai nom. Un ancien chef d'équipe tenta de se justifier. « Je ne voulais blesser personne. » Lucia répondit calmement. « Ce n'est pas ce que tu voulais dire qui compte. C'est ce que ça provoque. À partir de maintenant, on utilise les prénoms des gens. Si tu oublies, tu corriges. Pas d'excuses. » Ce soir-là, un message anonyme apparut sur le Slack de l'entreprise. Les cours de mandarin avec la fille de la femme de ménage sont-ils obligatoires maintenant?
Le message n'était pas vulgaire, mais débordait de mépris. Alessandro répondit publiquement « Les cours de langue ne sont pas obligatoires. Le respect, si. Si tu parles de quelqu'un comme la fille de la femme de ménage, tu dois réapprendre à parler des êtres humains. » Le débat s'enflamma. Certains applaudirent, d'autres grognèrent. Le PDG est devenu trop tendre. Alessandro ne supprima aucun message. Au contraire, il programma 2 nouveaux cercles d'écoute. Rosa tenait le temps. Lucia continuait à guider avec des questions réfléchies. Le docteur Farias et Madame Romero participaient à chaque séance, leur présence constante et apaisante. Dès le 3e cercle, les employés commencèrent à comprendre. Ce n'était pas un traitement de faveur. C'était une correction, un effort lent, intentionnel, pour rétablir un équilibre déformé depuis trop longtemps. Mais la résistance venait aussi de l'extérieur. Un blog financier publia un titre sarcastique. Ortega Tech devient sentimental. Le PDG apprend le mandarin à la bibliothèque et promeut une femme de ménage au rang de directrice. Les commentaires qui suivirent étaient cruels. Moqueries sur la couleur de peau, l'intelligence, même l'âge de Lucia. Alessandro les lut tous sans broncher, puis il écrivit à tous les employés. Quand vous affrontez une injustice, elle crie. Ce cri est la preuve que vous avez touché le bon nerf. Continuez les devoirs. Le mardi soir, il retourna à la table 12. Lucia leva les yeux. Où sont tes 10 radicaux? Alessandro ouvrit son cahier, révélant une page remplie de traits d'écriture soignés et serrés. Lucia hocha légèrement la tête. Juste assez pour lui faire comprendre « Tu es sur la bonne voie ». Ils passèrent l'heure à lutter avec les caractères. Chaque fois qu'Alessandro en réussissait un, Madame Romero lui adressait un petit clin d'œil fier. Quand il se trompait, le docteur Farias murmurait doucement « Ralentis ». À la fin, Lucia annonça la prochaine étape. « La semaine prochaine, tu liras un court texte en chinois classique. Pas de pinyin, pas de traduction, tu vas te tromper. C'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. » Alessandro sourit. « Finalement, la réussite a des tons aussi, dit-il, et je la prononce mal depuis longtemps. » Lucia mit son sac sur l'épaule et tapota son cahier. « Demain, au travail, les conversations seront encore difficiles. Mais si tu arrives à prononcer un son juste à la fois, à la fin, ça forme une phrase. » Ce soir-là, Manhattan brillait sous les étoiles. Les lumières du 52e étage luisaient encore, mais désormais, celles de la bibliothèque semblaient plus chaleureuses. Alessandro comprit quelque chose de puissant. S'excuser ne rend pas faible. Cela déplace simplement le centre tiré, de la performance vers le sens, du silence vers des voix qui avaient trop longtemps attendu d'être entendues. Vendredi midi, le Summit Club, une pièce saturée de bois verni, de rideaux épais et de vieux vin. Autour de la table siégeaient Fernando Navarro, fonds spéculatif, Lorenzo Castillo, pharmaceutique, Gianni Herrera, télécom. Des hommes entraînés à mesurer la valeur humaine en pourcentage et portefeuille. Fernando leva son verre. « J'ai entendu dire que tu fais entrer la justice sociale dans ta salle du conseil. Tu apprends le mandarin à la bibliothèque et tu as promu une femme de ménage au poste de directrice. » Chaque mot tombait comme une lame déguisée en toast. Alessandro posa lentement son verre. « Elle s'appelle Rosa Rivas. Elle dirige notre programme de développement interne, créant de vraies trajectoires d'évolution, et j'apprends le mandarin avec ma professeure de 12 ans, Lucia Rivas. » Lorenzo ricana. « C'est un coup de pub ? Ou tu veux juste séduire les investisseurs chinois ?» Gianni sourit en coin. « Soyons honnêtes, le talent ne sort pas des placards à balai. Il y a 6 semaines, Alessandro aurait ri avec eux, mais pas aujourd'hui. » « Fernando, laisse-moi te dire une chose, dit-il calmement. Le docteur Farias enseignait la littérature à Damas. Madame Wong dirigeait un département à Pékin. Aujourd'hui, ils enseignent dans des bibliothèques, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont fui la guerre, la politique, les frontières. Ils ne valent pas moins, je ne l'ai juste pas vu plus tôt. » Le verre de Fernando se posa brutalement sur la table. « Tu nous affaiblis. Ces coups d'éclat nuisent à la confiance des actionnaires. »
Alessandro sourit, cette fois sans agressivité. Si le respect et l'investissement humain font peur à nos actionnaires, alors peut-être que ce ne sont pas les bons actionnaires pour Ortega Tech. Lorenzo se pencha en avant. Choisis ton camp. 1 semaine, sinon tu sors du cercle. Alessandro se leva lentement, sans colère. Je pars maintenant. Gardez votre cercle. J'en ai trouvé un nouveau. À la bibliothèque, dans les cercles d'écoute, dans les salles de classe, dans les vraies vies. Il sortit. Derrière lui, quelqu'un murmura « Fou ». L'insulte s'écrasa sur la moquette et disparut sans bruit. Lundi arriva, réunion trimestrielle des actionnaires. L'écran se remplit de graphiques financiers. Ricardo Jiménez présenta des projections prudentes. Un actionnaire demanda directement « Les coûts augmentent. Bourse, bibliothèque, reconversion et nos marges ?» Alessandro ne broncha pas. Oui, les dépenses ont augmenté, mais le taux de rotation a chuté. La productivité s'est stabilisée. Sur 2 de nos sites, les incidents ont diminué de 30% après l'ajustement des plannings et les formations. Et notre vivier de candidatures a doublé, parce que les gens veulent travailler pour une entreprise qui écoute. Un autre investisseur répliqua « Ça, c'est une corrélation, pas une preuve de causalité. » Alessandro hocha la tête. Observation juste. Alors testons-le. 2 départements suivront le nouveau modèle. 2 autres non. On comparera dans 6 mois. Je parie sur les gens. À mi-parcours de la réunion, un collaborateur s'approcha et murmura à voix basse. Il y avait un incident dans le hall. Alessandro s'excusa et s'absenta. Un poster annonçant la bourse Lucia Rivas avait été vandalisé. Ses lettres noires griffonnées au marqueur. À côté, un dessin grossier. Pas d'insulte explicite, mais le message était clair. Reste à ta place. L'attaque visait ses origines et le métier de Rosa. Le personnel de sécurité était agité, les murmures enflaient. Rosa resta droite, le visage pâle mais la tête haute. Lucia arriva quelques instants plus tard. Elle s'arrêta, lut les mots. Elle ne pleura pas. Elle leva son téléphone, prit une photo, puis se tourna vers la foule. On fait 2 choses, dit-elle clairement. D'abord, on efface. Ce genre d'ordure n'a rien à faire sur un mur dédié à l'opportunité. Ensuite, on ne nettoie pas en silence. Alessandro acquiesça. Il appela l'équipe d'entretien et posa une enceinte au sol. Cette entreprise défend l'idée de nommer les gens, dit-il d'une voix ferme. Et on répare ce qui est brisé. Ce n'est pas juste un graffiti. C'est une attaque contre Rosa Rivas, Lucia Rivas, et tous ceux qui croient que l'éducation doit être accessible à tous. Pas de vengeance, ajouta-t-il, mais il y aura des conséquences. Les images de sécurité seront examinées. La personne responsable sera suspendue, suivra une formation obligatoire sur les préjugés et devra présenter des excuses publiques si Rosa et Lucia choisissent de les accepter. Un cadre intermédiaire s'avança, visiblement bouleversé. « C'est moi, je l'ai fait, dit-il. J'étais dépassé. Tout change trop vite. Je ne voulais pas que ce soit pris comme une insulte raciale. » Rosa ne haussa pas la voix. « Ton intention n'efface pas ce que ça a causé, » dit-elle doucement. « Tu as peut-être peur de perdre du terrain, mais rabaisser les autres ne t'aidera pas à avancer. » Alessandro prononça une suspension de 3 semaines sans solde, la participation obligatoire à 3 cercles d'écoute et une excuse publique. La réintégration dépendrait entièrement de la sincérité confirmée par Rosa et Lucia. L'homme acquiesça, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, » dit-il à Rosa, en la regardant dans les yeux pour la première fois. Rosa lui fit un léger signe de tête. « Je t'entends. » Le graffiti fut nettoyé immédiatement. Alessandro donna une dernière instruction. « Ne remplacez pas l'affiche tout de suite. Encadrez celle qu'on vient de nettoyer avec une note. Dégradée, restaurée. Les traces restent pour se souvenir. » Lucia ajouta « Mais inscrivez les noms de ceux qui l'ont nettoyé. Les agents d'entretien, le personnel de l'accueil, même la personne qui a reconnu sa faute. La justice inclut aussi celui qui a commis l'erreur s'il choisit de revenir par la responsabilité. » De retour à l'étage, Alessandro s'adressa aux actionnaires. « Pardon pour l'interruption, dit-il, mais quelque chose vient de se passer dans le hall. Ce n'était pas un incident opérationnel, c'était un tournant dans nos valeurs. »
Un investisseur plus âgé, silencieux et sceptique jusqu'ici, prit enfin la parole. « Je ne supporte pas la communication de façade. Mais si vous construisez une entreprise où les agents d'entretien et les ingénieurs résolvent les problèmes ensemble, je garde mes actions encore 3 ans. » Ce soir-là, Alessandro retourna à la bibliothèque. Lucia ouvrit leur nouvelle leçon, un passage en chinois classique. Alessandro eut du mal, il se corrigea, puis enfin lut correctement. « Bien, » dit Lucia avec un hochement de tête. « Demain, on commence les entretiens pour les bourses. Tu veux faire partie du jury, juste pour écouter. » Alessandro accepta. « J'ai raconté mon histoire assez longtemps, il est temps que j'écoute la leur. » Plus tard dans la nuit, il traversa le 52e étage. Là où des œuvres d'art coûteuses étaient autrefois accrochées, il y avait maintenant des photographies, le docteur Farias enseignant l'arabe, Madame Wong derrière une pile de livres donnés, une jeune fille latino tenant sa lettre d'admission, Rosa animant une table ronde, Alessandro tamissa les lumières. La pièce s'adoucit. En bas, une trace effacée restait visible sur l'affiche de la bourse, intentionnellement. Un rappel, le changement laisse des marques et certaines doivent rester visibles pour que personne n'oublie. Avant de partir, il ouvrit son carnet et écrivit « Apprendre la langue de quelqu'un est plus difficile que le mandarin, mais si on y arrive, on commence à lire le monde. » Il referma son carnet. Demain, de nouvelles voix rempliraient la salle, chacune portant une histoire, chacune redessinant la sienne. Au 6e étage, une salle d'entretien improvisée avait été installée. Chaises pliantes, nappes blanches simples sur les tables, gobelets en carton, étiquettes manuscrites. Rosa Rivas dirigeait la session en tant que coordinatrice. Devant siégeait le jury en évaluation à l'aveugle. 2 jeunes managers, un ingénieur expérimenté, le docteur Farias, Madame Wong et Lucia, la plus jeune de tous, assise au centre. Alessandro Ortega était installé discrètement sur le côté. Devant lui, Lucia avait écrit en lettres nettes « Ne pas interrompre ». La première candidate, Amaya Morales, originaire du Queens, entra avec un dossier de poèmes bilingues. « Je les ai écrits en attendant que ma mère termine son service de nettoyage », dit-elle, ses doigts jouant nerveusement avec un collier simple. Lucia demanda doucement « Quand te sens-tu invisible ?» Amaya hésita, puis répondit « Une fois, ma prof m'a dit que mon accent était mignon. Puis elle m'a mis une mauvaise note parce que j'écrivais comme si je venais d'une cuisine. » Le docteur Farias demanda à lire un des poèmes à voix haute. La salle devint parfaitement silencieuse. Alessandro ne bougea pas, frappé par la réalisation que le vrai talent était là. Non encadré, non poli, mais puissant. Le 2e candidat entra, Matteo Navarro de Brownsville. Il tenait un robot qu'il avait construit avec des pièces récupérées. « J'adore le métro, dit-il, les yeux brillants. Je veux étudier le fonctionnement des trains. » Quand Lucia lui demanda de parler d'un échec, Matteo sourit. « J'ai essayé d'obtenir un stage non payé, dit-il. Ils ont regardé mon sweat à capuche et m'ont demandé si c'était une tenue adaptée. Alors je suis rentré chez moi, j'ai codé une simulation complète de leur système de freinage en Python et je leur ai envoyé. Ils l'ont rappelé ensuite. Puis vint Simone Bianchi de Staten Island, un élève blanc avec des notes propres et bien organisé. Son père était mort d'une overdose d'opiacés. « Je travaille à la gare du ferry, » dit Simone. « Je ne suis pas doué pour parler, mais je suis toujours à l'heure. » Lucia acquiesça. Elle voyait en lui de la fiabilité, une force tranquille. La bourse n'avait pas été créée pour un groupe précis. Elle visait à révéler les talents souvent ignorés. Vers midi, une fille nommée Valeria Jiménez entra avec sa mère. Elle était blonde, confiante. Son CV était rempli de réussites. École privée, voyages internationaux, modèle ONU. À l'extérieur, le directeur financier Ricardo Jiménez envoya un message à son assistante. « Garde un œil sur celle-là. » Rosa le remarqua mais ne changea rien. Lucia distribua les dossiers d'évaluation anonymes. Pas de nom, pas de quartier, seulement des lettres de motivation et des preuves d'engagement. Valeria s'exprima clairement, mais quand on lui demanda « T'es-tu déjà senti invisible ?» Elle hésita. «
Je ne sais pas trop, répondit-elle. Bien que ses notes soient irréprochables et son CV impressionnant, les réponses de Valeria manquaient de profondeur émotionnelle. Son score final en fut affecté. Pendant la pause, Ricardo s'approche, la voix basse mais chargée. « Est-ce que vous écartez des élèves talentueux à cause de préjugés ?» demanda-t-il. Rosa resta calme. « Nous évaluons sans nom. Si son dossier est solide, il parlera de lui-même. » Ricardo était visiblement irrité, mais les cercles d'écoute récents lui avaient appris à se retenir. Alors qu'il tournait les talons, Lucia fit glisser un mot sur la table. Tout le monde cherche un raccourci, mais l'équité suit un chemin droit. Ricardo le lut, le plia et garda le silence. En 2 jours, 327 candidatures furent étudiées, 220 entretiens réalisés et 150 bourses attribuées. La liste finale incluait des personnes de tous horizons, noirs, latinos, asiatiques, blancs de milieux modestes. Enfants de femmes de ménage, d'infirmiers, de chauffeurs, d'ouvriers agricoles. Lucia proposa une règle. Chaque lauréat devrait consacrer 10 heures par mois à du bénévolat en bibliothèque ou à du mentorat. L'objectif, multiplier l'impact. La cérémonie eut lieu dans l'auditorium de l'entreprise. Pas d'écran lumineux, juste une scène en bois, un rideau noir et une ligne de micro simple. À l'entrée, un agent de sécurité indiqua par erreur à un homme en tenue de travail d'utiliser la porte latérale. Rosa intervint. « Il n'y a qu'une seule entrée. Veuillez passer par le hall principal. » L'homme s'arrêta puis sourit avec reconnaissance. Des journalistes étaient présents. L'un d'eux demanda à Alessandro: « S'agit-il d'une nouvelle forme de discrimination positive ?» Alessandro allait répondre, mais regarda Lucia. Elle s'avança. « L'égalité, c'est donner à chacun une paire de chaussures, » dit-elle. « L'équité, c'est s'assurer qu'elles lui vont réellement. Notre bourse commence par comprendre les besoins de chacun. On ne sélectionne pas sur l'apparence. Personne ne gagne ici grâce à son origine ou à ses contacts. Il gagne parce qu'il montre de la force et du potentiel, là où peu de gens regardent. » Le public réagit positivement. Alessandro jeta un œil vers Lucia, comprenant enfin pourquoi il pratiquait ses discours avec elle chaque semaine, pour apprendre à parler avec clarté et sincérité. Les lauréats furent appelés. Amaya Morales monta sur scène pendant que sa mère pleurait de fierté. Matteo brandit son robot comme un trophée. La salle éclata d'applaudissements. Simone murmura « Merci » et serra son enveloppe comme il serrait la rambarde du ferry chaque matin. Au fond de la salle, Ricardo Jiménez observait. Il se rappela son propre père, qui nettoyait les sols d'hôpital avant de devenir chef d'équipe. Peut-être qu'en cherchant à protéger son influence, il avait oublié d'où il venait. Il baissa la tête et tapa un message qu'il n'envoya jamais. « J'ai dit ce qu'il ne fallait pas. » Plus tard, une chaîne d'infos demanda une interview. Un journaliste demanda à Lucia « Tu n'as que 12 ans. Pourquoi as-tu pris l'initiative d'enseigner à un PDG ?» Lucia répondit « Parce qu'il voulait apprendre. Et si quelqu'un s'excuse, il mérite une chance. » Alessandro sourit doucement. C'était la meilleure citation publique qu'il ait jamais entendue. Et elle n'avait pas été préparée. Ce soir-là, il monta avec Rosa dans l'ascenseur menant au hall. Une affiche sur la bourse, autrefois déchirée et vandalisée, était désormais encadrée. La légende disait « Dégradé, réparé, tâche conservée pour se souvenir ». Alessandro s'arrête pour la regarder. « Demain, je rencontre le conseil d'administration, » dit-il. « Ils veulent des chiffres. » Rosa acquiesça. « On leur apportera des preuves mesurables. » Moins de départ, plus d'heures de mentorat, des adultes qui reprennent des cours du soir, des vies réorientées. La confiance grandit par des actes répétés, dit-elle. Alessandro sortit dans la nuit. L'air sec de Manhattan effleura son visage et les lumières de la ville brillaient avec douceur. Au milieu du vacarme constant, il réalisa que les moments de silence dans l'auditorium avaient résonné plus fort que tout le reste. C'était ce calme qui suivait chaque doux d'accord de Lucia, chaque nom de boursier prononcé, ce qui avait commencé comme une pile de vieux papiers au 52e étage, était devenu quelque chose de plus profond. Un pacte social signé par un homme transformé et une jeune fille qui comprenait déjà le monde.
Lors de la réunion stratégique du lundi matin, aucun graphique coloré n'apparut. Sur le tableau blanc, Alessandro écrivit seulement 4 mots puissants. Humiliation, éducation, action, multiplication. C'est le chemin que j'ai parcouru, dit-il. Et maintenant, on va l'intégrer dans notre système. Étape 1. L'humiliation, reconnaître le tort. Rosa anima un atelier de réflexion pour l'équipe dirigeante. Chaque cadre devait écrire un moment où il avait fait sentir quelqu'un inférieur, même sans le vouloir. Aucune excuse acceptée. Le but, exposer le schéma et le briser. Ricardo Jiménez se leva. J'ai demandé à mettre en avant le dossier de Valeria, parce que j'avais peur que ce programme oublie les familles comme la mienne, admit-il. Je vois maintenant que j'avais tort. Je quitte le comité d'évaluation pour l'année à venir. La salle resta silencieuse un instant, puis applaudit. Non pour célébrer, mais pour honorer le moment où quelqu'un mit de côté son orgueil. Le docteur Farias, Madame Wong et l'équipe RH mirent en place un nouveau programme de formation avec une formule simple, 3-2-1. 3 heures d'écoute attentive, apprendre à dire correctement les prénoms, poser des questions ouvertes, répondre sans se défendre. 2 heures sur les biais inconscients, mise en situation réelle, comprendre la différence entre intention et impact. 1 heure consacrée à des moyens concrets d'élever les autres, parrainage, observation métier, micro-bourse. Pas de longues présentations PowerPoint, uniquement des expériences réelles. Chaque manager devait avoir terminé le programme en 1 mois. Étape 3, action, changer le système. 2 unités de l'entreprise testèrent le programme. 2 autres restèrent en l'état, comme promis aux actionnaires. L'équipe pilote dirigée par Rosa redessina le parcours des agents d'entretien. De nouveaux intitulés remplacèrent les anciens, d'agents de propreté à responsables d'équipe, puis coordinateurs de site, et enfin chargés de sécurité et opérations. Chaque échelon était lié à des cours du soir gratuits à la bibliothèque locale. Initiation à l'informatique, communication, anglais, mandarin, arabe. Même les feuilles de temps changèrent. Les heures d'études comptaient désormais comme développement professionnel, et non comme temps perdu. Étape 4. Multiplication. Élargir la portée. Chaque salarié inscrit au programme devait parrainer un bénéficiaire de bourse, 1 heure par semaine. Alessandro fit le calcul à voix haute. 1 heure multipliée par 300 personnes, multipliée par 52 semaines, égale à 15 600 heures. C'est comme construire une 2e école, dit-il. Dès le 2e mois, les résultats arrivèrent. 29% d'erreurs de nettoyage en moins, 35% d'incidents de sécurité en moins, plus 12 points de satisfaction chez le personnel. Les groupes témoins, eux, restaient inchangés. Ricardo, désormais recentré, prit la parole. « J'ai suivi les chiffres. Ce n'est pas du marketing. Les résultats sont réels si on les mesure honnêtement. » En dehors de l'entreprise, le réseau des bibliothèques publiques rejoignit l'initiative. Les 12 agences d'origine commencèrent à organiser des soirées linguistiques hebdomadaires. Mardi, cours de mandarin. Madame Wong forma 6 nouveaux assistants. Jeudi, cours d'arabe. Le docteur Farias guida 4 anciens élèves syriens devenus enseignants. Les week-ends, un club de lecture de textes anciens vit le jour, animé par Lucia, désormais âgée de 13 ans, et un doctorant bénévole en linguistique. Elena Delgado mit en place un cercle de conversation pour parents hispanophones et italophones, mères et enfants apprenant ensemble. L'idée d'un apprentissage familial commença à se répandre, mais tout le monde n'était pas convaincu. Un talk-show nocturne demanda si ces bourses ne nuisaient pas aux enfants de la classe moyenne, montrant des statistiques choisies. Alessandro ne répondit pas à la télévision. À la place, l'entreprise organisa une réunion publique à la bibliothèque. Les lauréats racontèrent leurs histoires. Des parents parlèrent de leur garde de nuit. Des superviseurs décrivirent les changements dans leurs équipes. Un employé venu de Jamaïque se leva. « J'ai appris Excel le soir. La semaine dernière, j'ai rendu mon tout premier rapport. Mon patron m'a dit qu'il était excellent. » Le public applaudit. Les débats s'effacèrent face aux visages et aux parcours concrets.
Un soir de neige, Alessandro était assis à la table 12, répétant une phrase en chinois classique que Lucia lui avait donnée « Zhen Xiang Ziki ». Quand tu rencontres un sage, cherche à lui ressembler. Il buta d'abord, puis prononça correctement. Lucia lui fit un petit signe d'approbation. Demain, dit-elle, tu présentes le modèle en 4 étapes à toute l'entreprise. Ne le lis pas sur papier, raconte l'histoire. Alessandro sourit. Avant, j'étais excellent pour présenter des graphiques de revenus, mais raconter une histoire faite de regrets, j'y travaille encore. Lucia croisa les mains, mi-taquine, mi-sérieuse. Toute langue commence par bonjour. Toute boussole morale commence par je suis désolé. Le lendemain, l'auditorium de l'entreprise était plein à craquer. Alessandro saisit le micro, sans script, sans prompteur. Il parla simplement. Il raconta les chemins parcourus, d'une pile de vieux papiers oubliés au 52e étage, jusqu'à une table surpeuplée dans une bibliothèque. Il le fit sans orgueil, avec sincérité, humiliation, apprentissage, action, transmission, sans chercher les applaudissements. Il évoqua les mots écorchés, les mails amers, l'affiche vandalisée qu'ils avaient choisi de conserver et les larmes des parents. Chaque récit menait à un changement concret. À la fin, il annonça sa prochaine décision. 3 années de soutien financier supplémentaire pour les bibliothèques, passant de 12 à 18 agences, et un fonds de bourse élargi pour accompagner les élèves jusqu'au diplôme. Ce n'est pas un plan de communication, dit-il, c'est notre façon d'exister. Quand les lumières se rallumèrent, le président du conseil monta sur scène et lui serra la main. « Il y a 3 mois, j'étais sceptique, dit-il. Aujourd'hui, je vote pour étendre l'expérience. Et si la progression continue, nous créerons une dotation permanente l'année prochaine. » Alessandro regarda le premier rang. Lucia y était assise entre le docteur Farias et madame Romero, hochant la tête comme une élève prête à relever un défi immense. Ce soir-là, Alessandro rouvrit son carnet quadrillé et redessina le modèle en 4 étapes. Cette fois, avec une flèche en boucle, il a écrit en bas de page. La multiplication n'est pas un acte unique, c'est quelque chose qu'on pratique. Dans la marge, une ligne de crayon effacée rappelait que les erreurs ne devaient pas être effacées. Elle nous aide à rester sur la bonne voie. Dehors, la neige s'accumulait sur les marches de la bibliothèque. Dedans, le bruissement discret des pages tournées donnait l'impression que la ville réapprenait à écouter. Ce soir-là, la bibliothèque publique de New York était plus animée que d'habitude. Dans la salle communautaire, une banderole en papier craft portait, en lettres épaisses, « Language Common, Kong Jong Nyon Eng ». Lucia Rivas se tenait au centre, un marqueur noir à la main. À ses côtés se trouvaient le docteur Farias, madame Romero, Elena Delgado et un groupe de nouveaux boursiers, Lucia. Chaque participant ajoutait un mot sur le mur. Qu'êtes-vous prêt à enseigner? Et que voulez-vous apprendre? Les cartes formaient une toile d'apprentissage, de plus en plus vivante à chaque ligne ajoutée. Matteo s'était inscrit pour animer un atelier de circuits électriques pour les enfants du quartier. Amaya avait proposé des lectures de poésie bilingue le vendredi soir. Simone voulait aider à organiser les horaires du ferry et à donner des cours d'Excel aux parents qui travaillent. Elena s'était portée volontaire pour organiser des cours de langue le week-end pour les mères et leurs enfants. Rosa circulait dans la salle, appelant chacun par son prénom. De femme de ménage, elle était devenue bâtisseuse de culture. À la table 12, Alessandro griffonnait des radicaux chinois, tentant de distinguer les tons entre ma et ma, provoquant des rires bienveillants. Madame Romero souriait. On rit pour apprendre, pas pour se moquer. Chaque éclat de rire semblait réparer quelque chose qui s'était cassé autrefois, là-haut, au 52e étage. Cela redonnait le droit à l'erreur. Puis une nouvelle vague de critiques est arrivée. Un journal local publia un éditorial. Les enfants des classes populaires deviennent-ils des mascottes d'entreprise? Lucia parle-t-elle vraiment 9 langues? En dessous, des comptes anonymes commentaient « Qu'elle le prouve, on veut des vrais experts ». Pas d'insultes, juste des doutes déguisés. Un scepticisme poli, bien huilé. Les téléphones vibrèrent dans toute la pièce. Le docteur Farias fronça les sourcils.
Ils veulent du spectacle, murmura Madame Romero. Cette bibliothèque n'est pas une scène. Alessandro regarda Lucia. Elle posa calmement son téléphone sans répondre. S'ils veulent un événement académique, c'est nous qui fixons les règles, dit-elle. Pas de diffusion en direct, pas de montage. Un objectif clair. On évalue des idées, pas des personnes. Et une condition, ajouta-t-elle, chaque participant devra signer une lettre de soutien à la bibliothèque. Le docteur Farias hocha la tête. Nous ferons venir des collègues de Columbia et de NYU. Bon domaine, bon format, ajouta Madame Romero. Lucia ne sera pas seule. Ce sera collaboratif. Il faudra des co-traducteurs, des co-lecteurs. Le lendemain matin, le directeur de la bibliothèque reçut une lettre discrète, un avertissement voilé de la part d'anciens donateurs. Leur ton restait poli, mais le message était clair. N'organisez rien qui puisse sembler politique. Ce même jour, des rumeurs se propagèrent depuis le Summit Club. On affirmait qu'Alessandro utilisait une enfant pour redorer son image. Il lut tout, ne répondit rien, et entra dans la salle du conseil avec la lettre à la main. Il la posa à côté de la demande manuscrite que Lucia avait soumise. Le directeur de la bibliothèque soupira. « Nous dépendons de ses financements, dit-il, mais la justice a besoin d'argent aussi. » Rosa s'avança. « Nous lèverons les fonds dans la communauté, dit-elle. » Lucia ajouta « Et Ortega Tech couvrira les frais, sans logo, sans marque. » Ce soir-là, un cercle de parole spécial fut organisé à la bibliothèque. Lucia se tenait au centre. « Je ne suis pas ici pour amuser la galerie, » dit-elle. « Je participerai seulement si c'est clair que c'est un moment d'apprentissage, pas un spectacle. » Un parent demanda doucement « Tu as peur ?» Lucia esquissa un léger sourire. « J'ai peur de devenir un outil utile pour les autres. Mais les langues, je les aime. » Le docteur Farias commença à organiser un forum académique privé. 3 chercheurs acceptèrent d'y participer. Le professeur Molina de Columbia, hébreu ancien, le docteur Mendoza de NYU, arabe classique, et le professeur associé Gutiérrez de Fordham, latin médiéval. Ils vinrent, non pour faire la une, mais pour soutenir la cause et la communauté que la bibliothèque construisait. L'événement ne serait pas filmé. C'était l'accord. Pas de caméra, pas de journaliste, seulement un résumé écrit, publié plus tard, approuvé par les 3 universitaires. Quand le City Ledger insista pour diffuser en direct ou ne rien faire, Madame Romero sourit simplement et répondit « Alors, ce sera rien ». Un soir, alors que Lucia et Rosa rentraient à pied, une voiture passa lentement près d'elles. Une voix cria depuis la fenêtre ouverte « Si t'es si maligne, reste maligne dans ton quartier !» Puis la voiture accéléra. Rosa serra la main de sa fille. Lucia ne réagit pas. Elle sortit à la place une carte qu'elle avait écrite plus tôt. « Ne laissez jamais le savoir devenir un divertissement. Lisez pour élever les autres. » Rosa lut le message, son expression s'adoucit. « Même si tu changes d'avis demain, dit-elle doucement, je serai quand même fière de toi. » Lucia secoua la tête. « Je ne changerai pas. J'ai déjà choisi. » Elles savaient toutes les deux que cela suffisait. La séance académique était prévue pour samedi à 10h dans la salle C de la bibliothèque. À l'extérieur, un groupe de manifestants avait demandé l'autorisation de se rassembler pour réclamer un accès public à l'événement. La bibliothèque avait pris des dispositions avec la police pour assurer la sécurité de tous. Alessandro ne prit pas la parole publiquement, mais resta près de l'entrée, en signe de soutien silencieux. Il avait accepté de financer l'ensemble, sécurité, documents imprimés et même interprète pour les malentendants. Cet endroit a été bâti sur des mots, dit-il au directeur de la bibliothèque. Ces portes doivent rester ouvertes. La veille du rassemblement, Lucia retourna seule à la table 12. Elle ouvrit son manuscrit, non pas pour réviser, mais pour réfléchir au chemin parcouru. Dans la marge, elle écrivit « Le vrai défi, ce n'est pas de prouver que j'en suis capable, c'est de montrer que ce type d'apprentissage devrait être accessible à tous. » Puis,
Elle referma le dossier et éteignit la lampe. Par la haute fenêtre, la ville semblait pousser un soupir. Dehors, des pancartes de protestation claquaient doucement dans le vent. Le matin s'infiltra par les bords du rideau, porteur à la fois de jugement dur et d'encouragement discret. Lucia ne se préparait pas à une victoire. Elle se préparait à tenir une promesse, lire, non pas pour être applaudie, mais pour une raison précise. La bibliothèque ouvrit ses portes plus tôt. Dans le couloir menant à la salle C, des affiches faites à la main affichaient « Le langage est un pont. Prononce chaque nom avec soin ». Dehors, les manifestants brandissaient des pancartes exigeant de la transparence. Si ce n'est pas en direct, ce n'est pas réel. À l'intérieur, les trois chercheurs examinaient le manuscrit, des pages vieillies, des bords légèrement déchirés, de l'encre fanée qui semblait faire écho aux couches fragiles de la mémoire. À 10h02, Lucia s'avança, sans utiliser de micro. Elle portait une chemise blanche simple, un pantalon noir et des baskets. Elle commença par remercier ceux qui avaient rendu cette journée possible. Le docteur Farias, Madame Romero, Elena, les bibliothécaires qui lui avaient donné accès à des documents rares, et sa mère, qui lui avait appris la patience et la persévérance. Elle invita les professeurs Molina, Mendoza et Gutiérrez à la rejoindre autour d'une table sur scène. « Ce n'est pas un spectacle, dit-elle, c'est une lecture partagée. » La première partie concernait le chinois classique. Lucia lut le passage et Madame Romero expliqua le rythme et la structure poétique. Lucia présenta deux interprétations. Le professeur Molina hocha la tête et déclara « Elle distingue bien le chinois classique de sa forme moderne, ce qui est rare. » Ensuite venait l'arabe classique. Lucia lut avec assurance. Le docteur Farias commente la grammaire et les sons. Le docteur Mendoza souleva une variation subtile du texte et Lucia indiqua un caractère effacé qui pourrait signaler une correction de copiste. Puis ce fut au tour du sanskrit. Lucia trébucha un instant mais se reprit, prononçant un mot correctement. Le professeur Gutiérrez esquissa un sourire et tapota son stylo en signe d'approbation. Elle continua, enchaînant avec l'hébreu ancien, le persan, puis le latin médiéval. Chaque passage était lu dans la langue originale, puis analysé, puis traduit en anglais et en espagnol. Au dernier rang, Alessandro se sentit apaisé pour la première fois depuis plusieurs jours. Rosa, assise non loin, droite et digne, essuyait des larmes discrètes. Non de tristesse, mais de fierté. Pendant la séance de questions, un homme se leva et parla fort sans attendre son tour. « Pourquoi devrions-nous prendre un enfant au sérieux? Ce n'est que de l'imitation. Laissons les adultes faire. » La salle se figea. Lucia ne parut pas troublée. Elle répondit avec calme « Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis ici pour apprendre des adultes et pour les inviter à réapprendre à travers les yeux d'un enfant. Si je faisais que répéter, je ne pourrais pas expliquer les différences de sens et d'origine. Et si les jeunes doivent attendre d'être assez vieux pour être écoutés, beaucoup d'entre nous ne le seront jamais. » Un blogueur leva son téléphone. « Pourquoi ne pas diffuser ça en direct? Que cachez-vous » Le docteur Farias se leva pour répondre. « Apprendre, c'est comprendre avant de partager. » Un rapport complet et signé sera publié. C'est comme ça que fonctionne la recherche. Sans modification, demanda le blogueur. Les trois professeurs acquiescèrent. Le blogueur rangea son téléphone. Lucia referma son manuscrit et passa à la seconde partie de sa présentation. S'il y a quelque chose de plus urgent aujourd'hui que de bien lire les textes anciens, dit-elle, c'est d'apprendre à lire le monde qui nous entoure avec autant de soin. Derrière elle, un écran s'alluma, affichant le modèle en 4 étapes d'Alessandro. Humiliation, apprentissage, action. Et maintenant, sans qu'il soit besoin de prononcer le mot, la multiplication était déjà en marche. Lucia se tint devant le public et parla d'une voix claire. Autrefois, nous étions assis dans des salles de marbre où la honte se vivait en silence. Aujourd'hui, nous sommes assis à des tables en bois, dans des bibliothèques,
en train d'apprendre ensemble. Ce qui a commencé par des excuses a mené à des actions concrètes, bourse, formation professionnelle, mentorat, et maintenant, quelque chose de plus grand, la multiplication. Elle se tourna et invita Alessandro à la rejoindre sur scène. Il avança lentement, sans cravate. « Aujourd'hui, déclara Alessandro, je crée la fondation Lucia Rivas pour la dignité humaine, avec un don personnel de 500 millions de dollars. Ce fonds sera géré par un conseil indépendant, composé de bibliothécaires, chercheurs, travailleurs de première ligne et membres de la communauté. » Il nomma Rosa Rivas directrice exécutive. Le docteur Farias dirigerait les programmes linguistiques. Madame Romero façonnerait la méthode pédagogique. Elena Delgado établirait des liens entre les familles et les générations. Il n'y aura aucun logo dans les salles de classe, ajouta-t-il, seulement les noms des élèves. Un murmure traversa la salle. Un invité, Fernando Navarro, un vieil ami des anciens cercles d'Alessandro, se leva d'un bond. « Un demi-milliard, tu es sérieux, tu as perdu la tête !» Alessandro ne répondit pas. Il leva la charte légale. Le fonds ne faisait pas partie d'Ortega Tech. Il était placé sous un contrôle indépendant avec des priorités claires. Bourse pour les élèves oubliés, éducation multilingue et nouvelles opportunités pour les travailleurs du service. Le président du conseil d'administration d'Ortega Tech s'avança. « Il s'agit du don personnel d'Alessandro, dit-il. L'entreprise n'y est pour rien. » Fernando ne trouva plus ses mots. Il se rassit, sous le choc. Lucia ne sourit pas, ne célébra rien. Elle revint à sa dernière condition. Une fondation doit être ouverte pour survivre. J'invite donc les 3 universités présentes aujourd'hui à signer un partenariat. Des crédits universitaires pour les cours en bibliothèque, des professeurs qui enseignent au-delà des murs du campus et la bibliothèque comme prolongement de l'enseignement supérieur. Les professeurs échangèrent un regard rapide, puis acquiescèrent. Sur scène, ils signèrent l'accord. L'encre bleue se répandit lentement sur le papier comme un nouveau départ. Puis, au fond de la salle, un homme se leva. « Je suis le père de Valeria Jiménez, » dit-il, la jeune fille qui n'a pas obtenu la bourse. Au début, j'étais en colère, mais maintenant, je comprends. Il s'arrêta puis reprit. « L'équité ne passe pas par des raccourcis secrets. Elle vient d'un chemin droit. Ma fille a déjà beaucoup d'outils. D'autres ici n'ont jamais eu leur chance. Alors je vais offrir 2 heures par semaine pour faire du mentorat. » À ses côtés se tenait Ricardo Jiménez, directeur financier d'Ortega Tech et autre parent de Valeria. Sa voix trembla légèrement. « J'ai déjà cherché un raccourci, dit-il, mais aujourd'hui je veux aider à ouvrir la vraie porte. » La salle se leva, non pour applaudir, mais par compréhension commune. Il n'y avait ni projecteur, ni musique, juste le doux frottement de chaussures sur le plancher, alors que les gens s'avançaient les uns vers les autres. Pour clore l'événement, Lucia réserva une petite surprise, un court éclair. Elle appela Fernando Navarro à l'avant pour une leçon de mandarin d'1 minute. « Ni hao », dit Fernando en le prononçant mal. Un rire doux parcourut la salle. Lucia sourit et le corrigea avec bienveillance. « Réessaie, laisse ton souffle porter le son. » Fernando répéta cette fois correctement. Des applaudissements chaleureux suivirent. C'était un petit moment, mais il brisait doucement une fierté ancienne. Dehors, les pancartes de protestation tombèrent. Une personne maugréa, mais personne ne répondit. Rosa marchait aux côtés de Lucia, écoutant le vent comme on écoute des pages se tourner. « Fatiguée » demanda-t-elle. « Oui » répondit Lucia en souriant, « mais ça en valait la peine. » J'ai encore un quiz de vocabulaire avec le docteur Farias demain. Elles éclatèrent de rire, le rire le plus simple et le plus beau de la journée. Ce soir-là, tout en haut du 52e étage, désormais dépouillé de ses tableaux à plusieurs millions, Alessandro signa les documents finaux pour le transfert des fonds.
Rosa travaillait à ses côtés, finalisant des politiques d'embauche, garantissant des salaires équitables, une transparence totale et une participation régulière de la communauté. Le docteur Farias rédigeait un nouveau programme de langue axé sur l'émancipation. Madame Romero conçut un modèle d'apprentissage libéré de la honte. Elena Delgado créa un club du week-end pour que les mères et les enfants apprennent ensemble. Lucia, assise dans un coin de la table, prit une craie et écrivit 3 règles simples. Prononce les noms correctement, écoute avec attention, fais grandir l'impact. Avant de partir, Alessandro ouvrit son vieux carnet et écrivit une dernière ligne. Personne n'a gagné aujourd'hui, ni moi, ni l'entreprise. C'est le savoir qui a gagné, la bibliothèque a gagné, et même l'enfant que j'étais a gagné aussi. Il posa son stylo. La ville expira doucement. Dans ce souffle, il y avait des mots nouveaux, des erreurs anciennes reconnues, des salutations dans d'autres langues, et une promesse écrite à l'encre. Demain, la multiplication commencerait pour de bon. Et dans le hall de l'immeuble, une affiche, autrefois vandalisée, toujours tachée, restait accrochée au mur, intacte. Elle rappelait à tous que la dignité n'est pas une chose qu'on revendique une fois pour toutes, mais un choix que l'on honore chaque jour. Un mois après l'événement, le 52e étage ne ressemblait plus à un tombeau d'entreprise. La grande table en pierre noire avait disparu, remplacée par une table ronde en bois. Les murs étaient remplis de photos, non pas de fondateurs ou de dirigeants, mais de personnes. Le docteur Farias devant un tableau noir, Madame Romero entre 2 rayonnages de bibliothèque, Elena Delgado animant un cercle linguistique, Amaya lisant des poèmes bilingues, Matteo montrant fièrement son robot et Simone debout timidement près du terminal de ferry. À l'entrée, une petite plaque avait été posée. Pas de porte dérobée. Rosa Rivas entra dans la nouvelle salle de réunion. Dans sa main, elle tenait un plan sur 90 jours. Pas de diapo, pas de présentation PowerPoint, juste des mots simples. Les semaines 1 et 2 commençaient par les noms, bien les prononcer, toujours. Les badges furent mis à jour pour refléter les noms choisis par chacun, aussi bien dans les emails que sur Slack. Ce changement eut lieu entre les semaines 3 et 6. Pendant la même période, les responsables furent tenus de participer à des cercles d'écoute. Chaque session comptait 12 personnes, assises en cercle, comme un tribunal sans juge. Les règles étaient claires. Pas d'interruption, pas de défense personnelle, juste écouter. Entre les semaines 7 et 12, l'accent fut mis sur les opportunités de progression pour le personnel de service. Des parcours de carrière concrets furent présentés, montrant comment passer d'un poste d'entretien à un rôle dans la sécurité ou les opérations. Les cours du soir organisés à la bibliothèque commencèrent à compter comme formation professionnelle. Une initiative à long terme fut également lancée. Chaque semaine, un employé rencontrerait un boursier pendant 1 heure pour un mentorat mutuel. Alessandro, le directeur financier, prit des notes en silence. Pendant ce temps, Ricardo Jiménez ne dit rien, mais posa un document sur la table. Je me retire de tous les comités de sélection pour 1 année complète, disait le texte. À la place, je souhaite contribuer à l'évaluation de l'impact. La pièce ne se figea pas dans un silence tendu. C'était plutôt comme si tout le monde reprenait son souffle. Le calme de quelqu'un qui venait de faire ce qu'il fallait. Pour éviter que ces changements culturels ne deviennent de simples slogans, Lucia proposa une solution aussi modeste que puissante. La règle des 3 phrases. Un mini-code de conduite affiché dans chaque salle de réunion. Première, utiliser le bon nom. Se présenter en disant « Je m'appelle ». Merci de m'appeler. Deuxième, écouter avec attention. Dire « J'ai entendu que tu disais… ». Voilà comment cela affecte mon équipe ou moi. Troisième, agir pour inspirer. Dire « Cette semaine, je vais… DAC. J'aimerais que tu te joignes à moi. » Lors d'une réunion technique, un manager lança nonchalamment « Parle un anglais correct ». L'atmosphère se tendit. Mais un ingénieur indien répondit calmement « Je m'appelle Anil.
Ça se prononce Anin. 2. J'ai entendu anglais correct. Ça m'a rabaissé alors que je faisais bien mon travail. 3. Cette semaine, je vais animer une session sur l'écriture de rapports clairs. Je t'invite à utiliser notre fiche. Il n'y eut pas d'éclat, juste une correction respectueuse qui encouragea un meilleur comportement. Dans le hall, un nouveau gardien de sécurité appela Rosa la femme de ménage. Elle ne s'énerva pas. 1. Je suis Rosa Rivas. 2. J'ai entendu que tu m'as appelée femme de ménage. Ça m'a blessé, parce que pendant 8 ans, ce terme a été utilisé comme si je n'étais pas une vraie personne. 3. Cette semaine, je vais diriger une formation sur l'usage des noms pour les agents de sécurité. Je veux que tu sois au premier rang. Le gardien, visiblement gêné, hocha la tête. Une semaine plus tard, il partagea une histoire sur son expérience à l'hôpital où mal nommer les patients avait causé du tort. Inspiré par cela, Lucia élargit le programme Language Commons. Chaque mardi soir à la bibliothèque, au-delà des cours de mandarin, un espace de conversation professionnelle fut ouvert. Les travailleurs de service s'exerçaient à écrire des emails avec l'aide de tuteurs étudiants. Sur le tableau blanc, on pouvait lire « Écrit pour montrer du respect ». Amaya animait des soirées poésie. Matteo lança un club d'électronique pratique. Simone proposa des cours d'Excel pour les parents. Elena organisa des ateliers parents-enfants le week-end. L'idée de progresser grâce à la connaissance partagée prenait racine. Bien sûr, la règle des 3 phrases n'effaçait pas le racisme du jour au lendemain. Un matin, un groupe de mères de milieux modestes arriva pour un cours parents-enfants. Un chauffeur de covoiturage lança « Vous êtes sûr que c'est votre étage ?» sous-entendant qu'elle n'avait rien à faire là. Lucia ne haussa pas le ton. Elle l'invita à entrer pour 5 minutes. Elena lui donna des cartes de vocabulaire à distribuer. Une mère lui sourit et dit « Merci pour votre aide ». En repartant, Lucia lui tendit le flyer des 3 phrases. Il le lut et soupira. « Vieilles habitudes, je viendrai aider la semaine prochaine ». Cette semaine-là, l'équipe de recrutement proposa une formation spéciale pour les chauffeurs. Peu à peu, ces petits gestes de correction devinrent des habitudes durables. Pendant ce temps, Alessandro subissait des pressions du côté des affaires. Un gros client de la grande distribution hésitait à renouveler son contrat, se plaignant que le PDG était trop engagé dans l'activisme. Alessandro ne se présenta pas avec des slides tape à l'œil. Son équipe apporta des chiffres solides, baisse du taux d'erreur, réponses plus rapides, meilleures évaluations et diminution des coûts de recrutement grâce à la fidélisation des employés. Alessandro expliqua « Nous investissons dans la confiance, car c'est elle qui génère la performance. Si vous cherchez un fournisseur qui rogne sur la qualité, alors ce n'est pas nous. Mais si vous voulez un partenaire capable de traverser des crises internes et d'en sortir plus fort, alors nous sommes faits pour vous. » Le client renouvela le contrat, non par sympathie, mais parce que c'était logique sur le plan commercial. La règle de la table ronde devint la norme. Plus de pupitres, seulement des cercles. Chaque réunion se terminait par 3 engagements écrits de chaque participant, selon la règle des 3 phrases. Certains se moquèrent de l'idée au début, mais après 3 semaines, les réunions étaient 18% plus courtes et les problèmes non résolus avaient diminué de 25%. Ricardo Jiménez sourit. Quand on nomme correctement les choses, le travail avance plus vite. Puis un incident désagréable survint. Un même moqueur visant Lucia fut posté sur Slack. Il n'était pas vulgaire, mais dévalorisant. La légende disait « prodige alloué à l'heure ». L'informatique en identifia l'auteur, un stagiaire. Selon le nouveau code, toute conséquence impliquait une responsabilité. Le stagiaire fut suspendu 2 semaines sans solde, participa à 3 cercles d'écoute et dut rédiger une réflexion de 1000 mots sur l'impact des micro-agressions. Avec Lucia, il coécrivit un guide intitulé « Comment plaisanter sans blesser » et présenta ses excuses publiquement. La voix tremblante au micro, il déclara « Je croyais être drôle. Je ne réalisais pas le mal que je faisais. Je suis vraiment désolé. » Le guide rédigé avec Lucia fut intégré au document d'accueil officiel de l'entreprise. À l'antenne du New Jersey, la règle des 3 phrases fut traduite en espagnol et en portugais.
Là-bas, une employée latina proposa une idée utile. Ajouter des fiches de prononciation avec écriture phonétique pour bien dire les prénoms. En 3 semaines, les erreurs de prononciation chutèrent de manière significative. Les réponses au sondage « Je me sens reconnu » augmentèrent nettement. Rosa résuma parfaitement. Dire correctement un nom ne fait pas perdre de temps. Le dire mal en fait perdre. À la fin du 3e mois, Alessandro fit un changement petit mais symbolique. Il retira l'écriteau PDG de la porte de son bureau et le remplaça par une simple plaque en bois où l'on lisait « Salle de la table ronde ». En dessous, à peine visible, un trait léger tracé au crayon provenait d'une ancienne affiche abîmée, laissée là volontairement. Les visiteurs demandèrent souvent ce que c'était et Alessandro répondait toujours la même chose. Nous avons gardé la tâche pour nous rappeler que la correction n'est jamais finie. Ce n'est pas une théorie, c'est une habitude. Lors d'une assemblée d'entreprise, une jeune ingénieure se leva. « J'ai quitté mon ancien poste à cause de blagues racistes incessantes. Ici, pour la première fois, j'ai trouvé une règle simple qui désamorce ces moments. Merci d'avoir créé ça. » Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas bruyants, mais constants et sincères. Ce soir-là, Alessandro retourna à la table 12. Lucia lui tendit une liste de 10 phrases en chinois classique à pratiquer. Il peina au début, se leva et réessaya. « Ton 2, allonge-le davantage », rappela Madame Romero. Farias lança en souriant « Chaque erreur est une marche vers le haut ». Alessandro nota quelque chose dans son carnet. Comprendre les gens, c'est aussi subtil que maîtriser les tons, mais avec le temps, ça devient naturel. Derrière la vitre, Rosa observait en silence et hocha doucement la tête. La culture ne grandit pas grâce au discours, elle se répare par des habitudes quotidiennes. 3 mots clôturent ce chapitre. Nommer, écouter, élever, fait intéressant. Ces 3 mots résument aussi les tons essentiels pour vraiment comprendre une entreprise. Un an jour pour jour, après la première lecture publique à la bibliothèque, la fondation Lucia Rivas pour la dignité humaine publia son tout premier rapport. Les chiffres n'étaient pas spectaculaires, mais ils disaient l'essentiel. Le réseau de bibliothèques était passé de 12 à 18 lieux, répartis entre New York, Newark, Philadelphie et Baltimore. Il y avait 2300 apprenants réguliers, 61% employés de service, 27% parents et 12% étudiants. Le nombre de bourses était passé de 150 à 310. Parmi ces bénéficiaires, 88% conservaient de bons résultats scolaires et tous avaient accompli leurs 10 heures mensuelles de service communautaire. Chez Ortega Tech, le taux de rotation du personnel de service avait baissé de 38%. Les incidents internes liés à la sécurité avaient diminué de 41%. Le Net Promoter Score avait augmenté de 15 points. Et le nombre de candidatures spontanées avait doublé. Dans les coulisses de l'auditorium central de la Bibliothèque publique de New York, Alessandro ajusta son micro. Il s'apprêtait à prendre la parole lors de la toute première cérémonie de remise de diplôme du parcours service vers opération. Sur scène, 23 employés, autrefois agents d'entretien, recevaient un certificat officiel de responsable sécurité et opération. Un père venu de République dominicaine retint ses larmes en disant « C'est la première fois que ma fille voit mon nom sur un diplôme ». Toute la salle se leva pour l'applaudir. Rosa distribua soigneusement chaque certificat, prenant le temps de prononcer chaque nom correctement. Chaque nom, prononcé avec respect, était un pas en avant. Un peu plus loin, Ricardo Jiménez était assis avec sa fille, Valeria, qui n'avait pas reçu de bourse l'année précédente. Désormais, elle mentorait 2 élèves du Bronx, les aidant à préparer leur présentation et à planifier leur travail. En souriant, elle dit à Lucia « En fait, j'apprends encore plus quand j'enseigne. » Lucia rendit son sourire et dit « Enseigner, c'est la façon la plus rapide de vraiment comprendre quelque chose. » Au dernier rang se trouvait Fernando Navarro, une vieille connaissance du Summit Club. Il était venu sans presse, sans caméra. Il tendit discrètement une carte à Alessandro. Il y était écrit «
Je souhaite faire un don anonyme d'1 million de dollars au programme Wright de la Reed Society à Baltimore. Pas parce qu'il avait perdu un débat, mais peut-être parce que personne ne lui avait imposé l'expérience. On l'avait simplement invité à lire, à écouter. Alessandro griffonna une réponse. Bienvenue à la table ronde. La fondation signa ensuite des partenariats avec Columbia, NYU et Fordham, permettant aux participants d'obtenir des crédits communautaires. Les professeurs franchirent les murs du campus pour enseigner dans les bibliothèques publiques. Le programme était exigeant. Les élèves recevaient une carte de bibliothèque qui fonctionnait comme un identifiant universitaire. Un professeur de littérature déclara « Sur le campus, on enseigne des idées abstraites. Ici, on les voit prendre vie chez des personnes réelles. » Les critiques médiatiques s'adoucirent. The City Ledger, autrefois sceptique et moqueur, publia une discrète rectification intitulée « L'impact mesurable de Language Commons ». Ce n'étaient pas des excuses officielles, mais cela suffisait à changer le ton de la conversation. Ce qui comptait le plus, c'était la voix des personnes concernées. Une mère originaire de Jamaïque écrivit dans une lettre « Grâce au cours d'écriture, j'ai enfin envoyé un email sûr de moi à l'enseignant de mon fils. Il m'a dit « Maman, je suis fier de toi. » Chez Ortega Tech, le mur de photos continuait de grandir. On y voyait des binômes, mentors, mentorés, des étiquettes de prononciation des prénoms et des halls d'entrée affichant fièrement « Pas de porte dérobée, tout le monde entre par la grande porte ». La règle des 3 phrases avait désormais été traduite en 7 langues. Un petit commerçant de Newark l'adopte de son propre chef. 3 mois plus tard, il constata une baisse du turnover et une diminution des plaintes clients. Dans leur rapport, ils écrivirent « Pas besoin de slogan tape à l'œil, juste apprendre à se comprendre ». Lucia eut 13 ans. Elle fréquentait toujours l'école publique. Elle portait encore son sac à dos à la bibliothèque tous les mardis soirs. Et elle rappelait toujours à Alessandro quand ses tons étaient incorrects. Un jour, un journaliste lui demanda « Que veux-tu devenir plus tard ?» Elle répondit sans hésitation « Je veux être quelqu'un qui fait avancer les choses. » Le titre n'a pas d'importance. Les noms doivent servir à respecter, pas à diviser. Un après-midi, Alessandro invita Lucia et Rosa au 52e étage, un espace désormais appelé simplement « salle de la table ronde ». Là, il transféra officiellement la majorité du pouvoir de décision de la fondation à un conseil indépendant. « Je quitte mon rôle de président », annonça Alessandro. « Rosa sera désormais la directrice générale et le conseil pourra annuler n'importe laquelle de mes décisions. » Rosa le regarda droit dans les yeux. « Et tu viendras toujours t'asseoir avec nous à la table ronde chaque semaine. » Alessandro sourit et hocha la tête. Apprendre à lâcher prise était une autre forme de croissance. Avant de signer les documents officiels, Lucia fit une demande. Accrocher un objet symbolique, une version encadrée de l'affiche autrefois vandalisée. En dessous, on pouvait lire « Dégradé, réparé, tâche conservée pour se souvenir ». À côté, elle fixa sa version manuscrite de la règle des 3 phrases. Lors de la cérémonie de signature, Lucia en lut un extrait. 1. Dire le nom des autres, c'est la porte d'entrée. 2. Écouter avec attention, c'est le pont. 3. Encourager la croissance des autres, c'est le long chemin. Quiconque suit ces 3 voies trouvera la connexion. Ce soir-là, l'auditorium était plein pour la toute première remise de diplôme des étudiants boursiers. Il n'y avait ni projecteur, ni grand spectacle, seulement une lumière jaune douce et un sentiment discret de fierté. Alessandro fit un discours court, allégé par Lucia elle-même. « J'ai longtemps mal interprété le sens de la vie. Je croyais que la richesse me donnait raison et que le pouvoir faisait de moi un sage. Mais une jeune fille venue d'un coin oublié de la ville m'a appris autre chose. Que la véritable sagesse commence quand on apprend à bien lire les gens. Merci à tous mes enseignants, Rosa, Lucia, Farias, Madame Wong, Elena, et aux erreurs qui m'ont poussé à recommencer. » Après la cérémonie, un groupe d'élèves entoura Lucia. « On veut lancer Language Commons à Detroit », dit l'un d'eux.
Lucia ne fit pas de promesses creuses. Elle sortit une checklist en 8 points. Elle incluait trouver un partenaire bibliothèque, rassembler une équipe pédagogique, confirmer un budget minimum et planifier le suivi de l'impact. Elle conclut par son principe habituel: aucun logo d'entreprise, seulement les noms des élèves. Plus tard dans la soirée, Alessandro passa un dernier coup de fil à la mère de Matteo. Elle pleura à l'autre bout du fil, lui annonçant que Matteo venait tout juste de recevoir une proposition de stage à la MTA. « Rien n'est encore garanti », dit Alessandro doucement, « mais le chemin est ouvert. » Il raccrocha puis regarda par la fenêtre de la bibliothèque. En face, il apercevait la table 12. Rosa corrigeait des devoirs d'écoute. Lucia aidait quelqu'un à prononcer le bon ton pour Ma. Cette table ne lui appartenait pas. Elle appartenait à quiconque était prêt à venir et à apprendre. Plus tard, Alessandro ouvrit son carnet quadrillé. Sur la dernière page de l'année, il écrivit 3 lignes. La vraie richesse, c'est aider les autres à s'élever. La force, c'est porter les plus faibles jusqu'à ce qu'ils tiennent debout. La sagesse, c'est se souvenir de sa propre cécité et ne jamais cacher la tâche. Il referma le carnet. Dehors, le vent agitait doucement Manhattan, tandis que les nuages glissaient devant la lune. Dans la bibliothèque, le personnel rangeait les chaises et nettoyait le sol. Un jeune employé s'arrêta devant l'affiche encadrée, prit une photo et l'envoya à sa mère avec ce message. « Au travail, il m'appelle par mon vrai prénom. » Demain, le voyage continuerait. 1 heure de mentorat de plus, un email rédigé avec assurance, un prénom prononcé avec soin, un moment de plus pour choisir la dignité au lieu du mépris. Pas de fin spectaculaire, juste la longue route à suivre. Et sur cette route, la voix d'une fille de 13 ans, issue d'un milieu modeste, continuerait de résonner, enseignant aux gens comment lire les mots, comment lire les autres et comment lire le monde avec compassion. C'est ça le véritable héritage. La tâche sur le mur, laissée là volontairement, rappellera toujours à chacun que la dignité n'est pas une déclaration ponctuelle. C'est quelque chose que l'on protège chaque jour. Et c'est ainsi que l'histoire voyage, de la fierté et l'isolement du 52e étage à une simple table en bois dans une bibliothèque publique où une adolescente a appris à un milliardaire que le vrai succès, c'est honorer les autres et ouvrir les portes à ceux qui viennent derrière soi. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Si tu étais à la place de Lucia, aurais-tu trouvé le courage de défendre ta mère face aux préjugés et au pouvoir? Dis-le-moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a éclairé ou fait réfléchir, alors vas-y, clique sur j'aime, partage-la avec quelqu'un que tu aimes et abonne-toi pour ne pas manquer la suite.